Bien le bonjour, je suis Anne-Catherine Mailleux, bienvenue dans ce webinaire consacré à la détection et l'élimination des punaises de lit. Donc c'est un webinaire qui est destiné aux gestionnaires, aux hôteliers, gestionnaires dans entreprises hôtelières, mais qui est aussi un peu plus général. Alors, je me présente, je suis donc à la fois chercheuse et entrepreneur. Je suis experte en entomologie, donc j'étudie les insectes, comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils se cachent, etc. Et donc mon entreprise est une entreprise de recherche et développement. Nous mettons au point des produits contre les insectes avec une particularité, c'est qu'ils ne contiennent pas de toxiques. Donc c'est important, on fait très attention à ça, c'est l'ADN de la boîte. Créer des produits plus efficaces que ce qui existe sur le marché, mais sans toxiques. Alors, je connais bien la punaise de lit, j'ai fait pas mal de recherches dessus. J'ai fait 15 années de recherche universitaire à étudier les insectes. J'ai écrit une centaine d'articles. J'ai un bon background universitaire. J'étais prof aussi, prof à l'université. Je travaillais avec la France, les USA, tout. Et donc, j'ai quitté à un moment ce milieu universitaire pour créer mon entreprise, pour rendre mes recherches concrètes, pour créer vraiment quelque chose qui soit efficace et assez pragmatiquement développé, en fait. Donc voilà, l'ADN de la boîte, c'est ça, des produits meilleurs que ce qui existe sur le marché et qui permettent de participer à l'élimination des insectes, comme les acariens aussi, les cafards, mais sans toxiques. Voilà. Check. Donc mon entreprise, la marque s'appelle Domobios. Ce sont, comme je l'ai dit, les produits les plus efficaces du marché et puis aussi sans toxiques, c'est quand même beaucoup plus facile au niveau réglementaire. Et je vais vous présenter, oui, on fait aussi, c'est une particularité, c'est qu'on produit tout en Europe pour s'assurer de la qualité de nos produits. Alors je vais vous présenter la vraie vedette de ce webinaire qui est la punaise de lit, la voici. Sur la photo à gauche, vous voyez une punaise qui vient de boire. Celles du milieu aussi sont des punaises qui viennent de boire. Elles sont bien dodues, bien gorgées de sang et elles font à peu près la taille d'un pépin de pomme. Donc ça, ce sont des adultes visibles à l'œil nu. Sur la photo de droite en haut, là, ce sont des punaises qui n'ont pas bu. Elles sont beaucoup plus plates. Elles sont au milieu de leur nid avec des œufs et des larves. Donc sur la photo du dessous, vous voyez effectivement des punaises et leurs œufs. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Installez-vous, prenez vos pop-corn. Bienvenue dans le monde de la punaise de lit. Là, elles sont cachées dans des anfractuosités. Vous voyez les petites larves et les adultes qui se déplacent. Et les œufs aussi. Les œufs. Ça va vite, hein, ça court vite une punaise de lit. Donc voilà les bestioles. Alors, je reviens à ma présentation. Non. Tiens, zut. Menu, pardon. Voilà. Je reviens à ma présentation. Alors, ces charmantes bestioles se nourrissent de sang, uniquement de sang. Toute sa vie est uniquement cela. Et donc, de l'œuf de la punaise de lit vont sortir une larve, on appelle la larve de premier stade. Elle va se transformer, elle va muer en une larve de deuxième stade, puis une larve de troisième, quatrième, cinquième, avant d'être adulte. À l'âge adulte, elle peut se reproduire. Avant, pas. Et toutes ces larves donc passent par différentes mues, et pour effectuer leur mue, elles ont besoin d'un repas sanguin. Le sang, c'est vraiment leur nourriture toute leur vie. Et elles peuvent boire du sang des humains, j'aime bien, mais aussi du chien qui dort sur le lit, du chat qui dort sur le lit, du canari. En fait, tous les animaux à sang chaud, c'est bon pour elles. Par contre, elles n'embêteront pas votre reptile, ça c'est si vous en avez un dans votre chambre.
C'est pas fréquent, mais bon. Donc voilà, elle s'attaque aux animaux à sang chaud. Alors qu'est-ce que c'est qu'une piqûre de punaise de lit? Eh bien, c'est une sorte de palpule, comme vous le voyez sur la photo du haut. C'est une palpule un peu rougeâtre. Il n'y a pas de pus, il n'y a pas d'autre type d'attaque, c'est vraiment ça. Parfois, elles sont en ligne, les unes à côté des autres, mais pas toujours. Ce ne sont pas des punaises, des piqûres, pardon, qu'on peut identifier à l'œil nu. Si vous voyez une piqûre comme celle-ci, ça peut être une piqûre de moustique, ça peut être une piqûre d'un acarien, ça peut être un peu d'eczéma. C'est vraiment très, très difficile. Le médecin ou la personne qui vous dit ça, c'est une piqûre de punaise de lit, il se trompe. Elles ne sont pas identifiables en tant que telles parce que tout le monde réagit d'une manière différente. Donc, on a des gens qui vont réagir très, très fort et on a des gens qui réagiront absolument pas du tout. 20% de la population va être piquée par les punaises de lit et ne réagira pas. Ça paraît un peu étonnant, mais effectivement, c'est comme ça. La punaise de lit, on n'y réagit pas toujours. Alors, vous voyez la photo du bas, les lésions sont plus importantes, mais là, ce sont des lésions de grattage. C'est vrai que la piqûre, ça démange, c'est vraiment très... on a envie de se gratter tout le temps. Et donc, si on ne protège pas une piqûre comme celle-là, quelle que soit l'origine de la piqûre, là, on finit par se gratter et c'est là que les problèmes vraiment se posent, c'est les lésions de grattage. La punaise de lit, lorsqu'elle va piquer, elle va injecter un cocktail de molécules. Ce sont des molécules de 3 types. Ce sont des molécules qui vont être anesthésiantes, donc vous ne sentez pas la piqûre. Ce sont des molécules qui vont être vasodilatatrices pour permettre au sang d'être bien fluide et en grande quantité, et anticoagulantes. Donc par ces piqûres, la punaise s'assure que son repas reste toujours liquide, bien chaud et en quantité. Et ce sont ces 3 types de molécules qui vont provoquer la réaction qui chatouille. Effectivement, à un moment, l'anesthésie va diminuer, et là, les molécules sont quand même là, et c'est ça la réaction allergique. Ce ne sont pas des molécules dangereuses pour l'organisme. On ne va pas mourir d'une piqûre de punaise de lit, même s'il y a beaucoup d'anticoagulants, les quantités sont infimes dans la quantité transmise. Mais voilà, les piqûres chatouillent, et c'est ça l'origine du problème. Alors, ce qui peut être rassurant par rapport à la punaise de lit, c'est que c'est un insecte qui ne transmet pas de maladie, pas de virus, pas de bactéries. Elle ne transmet rien. Contrairement aux moustiques et aux autres insectes buveurs de sang, elle ne transmet aucune maladie, c'est déjà ça. Mais l'aspect dermatologique est important et surtout l'aspect psychologique est important. Il faut s'imaginer que dormir dans un lit avec une punaise de lit, c'est dormir avec des insectes qui vont grouiller et qui vont venir vous piquer la nuit. C'est très, très dommageable au niveau psychologique. Les gens dorment dans leur baignoire, les gens ne dorment plus. C'est compliqué à vivre. Alors la punaise de lit, elle va piquer surtout la nuit ou lorsqu'on est immobile. Donc elle va préférer attendre qu'on s'endorme, et c'est à ce moment-là qu'elle va sortir de ses cachettes et venir piquer l'humain. Elle va piquer surtout aux endroits exposés. Le visage, le cou, les mains. Elle ne va pas vraiment se glisser sous les draps. Elle va préférer plutôt les endroits qui lui sont directement accessibles. Donc les piqûres, on les trouvera là, le plus souvent. Voilà pour le vampire. Alors, on parle beaucoup de cette fameuse punaise des lits, et on parle beaucoup de la recrudescence actuelle. Est-ce que c'est juste une exagération de journaliste ou pas? En fait, il y a vraiment une augmentation. On voit le nombre d'interventions des insectiseurs, il augmente chaque année et depuis pas mal de temps.
La punaise, on croyait s'en être débarrassé lorsque, dans les années 50, au siècle dernier, lorsqu'on a commencé à utiliser le DTT. Là, dès qu'il y avait une punaise, on bombardait le DTT. Et on a cru s'en être débarrassé. Et puis voilà, elle est revenue parce que parmi la population des punaises qui ont subi ces doses de DTT, il y avait de temps en temps un petit mutant qui résistait. Évidemment, c'était lui le grand gagnant. Et donc, il se reproduit, et puis on a créé comme ça des générations de punaises résistantes. On a imposé d'autres molécules, d'autres types de molécules, et puis elles sont devenues résistantes. En général, elles deviennent résistantes après 5 à 10 ans. Donc, c'est ça le problème de la punaisélie, c'est cette résistance, elle se multiplie rapidement, ouais, donc elle pond beaucoup. Et donc, le problème est là. La résistance apparaît. Il faut changer tout le temps de molécule. C'est ce qui est quand même un peu compliqué. Donc, oui, il y a bien une augmentation des problèmes de punaisélie et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, où attrape-t-on ces fameuses punaisélies? Comment cela se passe-t-il? C'est souvent lorsqu'on va dans un bed and breakfast, dans un hôtel, etc., qu'on ramène une punaisélie dans ses bagages. Mais ça peut être aussi lors d'un déménagement. Et ça peut être aussi une infestation qui vient de chez ses voisins. Par exemple, si votre voisin lui-même a des punaisélies qu'il ne traite pas, alors la punaisélie, lorsqu'elles deviennent très nombreuses, elles commencent à se glisser sous les portes, à passer par les gaines électriques, et elles commencent à aller de chambre en chambre et parfois aussi d'appartement en appartement. Donc la première cause d'infestation sont les voyages, la deuxième sont les déménagements, le troisième c'est le voisinage, et puis les achats en seconde main. Vous trouvez ce splendide petit divan sur un petit marché, il est très joli, vous le ramenez chez vous, mais malheureusement il est habité, très habité. Et le résultat de cela, c'est qu'on voit que d'après une enquête de l'ANSE, 11% des ménages français auraient été infestés entre 2017 et 2022. Pas mal, 11%. Et c'est particulièrement clash dans les villes où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de tourisme. Voilà, j'ai représenté une carte de Paris. Les endroits rouges, c'est où il y a d'énormes infestations. Les endroits verts, c'est où il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de verts. Donc voilà. Les taux d'intervention augmentent. Dernièrement, on a vu qu'en 2 ans, ils avaient augmenté de 22%. Donc, l'infestation et son augmentation, c'est vraiment un fait. Pas seulement de journalistes. Alors, les enquêtes de l'ANSE, encore une fois, ont montré que, grosso modo, 25% des hôtels en France ont été confrontés à ce problème de la punaisélie et que c'est devenu la deuxième cause de plainte des clients. Donc, c'est devenu un facteur à prendre en considération, puisqu'il y a atteinte à la réputation de l'hôtel. On le sait tous maintenant, on est tous en train de regarder sur Internet ce qui se passe lorsqu'on choisit un hôtel. Et c'est cher pour un hôtelier. Un avis négatif sur TripAdvisor, des économistes se sont penchés sur la question et ont établi que c'était en moyenne, ça représentait 10 000 € de perte, 22% de perte de clientèle et 5% de perte de chiffre d'affaires. Donc pour un hôtelier, c'est un ennemi, la punaisélie. Voilà. Alors maintenant, comment éliminer cette punaisélie à partir du moment où elle est là? Faut-il utiliser des traitements insecticides ou pas? En fait, tout va dépendre du niveau d'infestation, de l'importance de l'infestation. C'est possible d'éliminer des punaises sans insecticide, mais il faut que l'infestation ne soit pas trop sévère. Si l'infestation n'est que localisée au niveau du lit, par exemple, ou juste dans la chambre, là, l'infestation, on considère qu'elle est légère et qu'il est encore possible d'éviter des gros traitements insecticides longs et casse-pieds.
Alors, comment fait-on pour les éliminer? Eh bien, on joue, c'est principalement ce traitement, on joue sur la chaleur, le chaud ou le froid. Donc d'extrêmement chaud, extrêmement froid. Les punaises de lit, elles sont les mêmes goûts que nous, elles se plaisent à du 20, 22 degrés, c'est là qu'elles sont bien. Et si la température baisse, elles vont devenir beaucoup moins actives. Leur métabolisme va se ralentir et elles vont bouger de moins en moins. À 9 degrés, par exemple, là, elles ne bougent quasiment plus. Elles ne digèrent plus et elles restent dans leur coin et elles attendent que les conditions de température soient plus propices. Ça à partir de 9 degrés. Mais elles peuvent attendre longtemps comme ça. Si vous vous dites, OK, je mets ma chambre à 9 degrés et j'attends 6 mois, non, 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 non. Une punaise de lit peut survivre pendant 1 an sans manger. Donc, voilà, il faut traiter, prendre le mal le plus tôt possible et le traiter le plus tôt possible. Attendre que la punaise de lit meure de faim, ça ne marchera pas. Alors, on peut les tuer par le froid. On continue à baisser la température et en fait, tous les objets qui sont maintenus en congélateur pendant 72 heures, elles vont mourir. Là, ça les tue. 72 heures, 3 jours au congélo, ça c'est bon, ça flingue les punaises de lit et les œufs. Ça flingue les animaux à tous les stades. Il y a aussi le chaud. Il n'y a pas que le froid, il y a aussi le chaud qui fonctionne bien. Quand il fait trop chaud, elles vont mourir aussi. Donc on peut utiliser des systèmes basés sur la chaleur qui vont éliminer les punaises de lit. Par exemple, je vous ai mis la photo de Simex Eradicator, de la marque Polti. Je n'ai pas d'intérêt dans cette entreprise. C'est un système qui permet de produire de la vapeur, mais de la vapeur sèche. C'est un peu curieux comme terme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau et l'air sont compressés et chauffés très fort. Donc, en utilisant un Polti, par exemple, on n'a pas d'humidité déposée, il y a très très peu d'eau dans cette espèce de vapeur sèche. Elle est très chaude, elle est à 180 degrés, 160, 180 degrés. Et ça, on peut la passer sur les endroits où la punaise de lit se cache. Les cachettes sont nombreuses, hein, donc c'est difficile de trouver tout de suite les punaises de lit. Et là, on peut les éliminer avec ce système qui dispense de la vapeur sèche. On peut aussi, et ça c'est à faire, c'est de laver les draps au sèche-linge. Et donc, par ces moyens physiques et mécaniques, sans insecticides, on peut les éliminer. On utilise par exemple des tentes à chaleur aussi. Donc, soit le très chaud, soit le très froid. Tentes à chaleur, ça peut fonctionner. Des caissons à chaleur, ça peut fonctionner. Il faut maintenir une température de 60-70 degrés pendant longtemps pour les cuire. Ça marche aussi. Ou le très froid, le congélateur est aussi une solution. Mais il arrive que le nombre d'individus soit trop important que pour que ça fonctionne avec ces systèmes-là. Alors là, on est parti pour un traitement insecticide. Ça, c'est plus embêtant. Alors, grosso modo, je ne peux pas expliquer tous les insecticides en une demi-heure, c'est un petit peu trop court. Donc, grosso modo, il existe deux types de produits autorisés sur les marchés. Il y a le pyrètre, il y a les pyrétrinoïdes. Alors le pyrètre, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait, une poudre d'une plante, une sorte de chrysanthème, qui est donc réduite en poudre et qui est utilisée. Et dans cette poudre, il y a des molécules d'insecticides qui sont efficaces encore sur la punaise de lit. C'est une poudre qui est biodégradable et naturelle. Elle est par exemple autorisée en agriculture biologique, c'est celle-là qu'on utilise. Évidemment, elle est toxique aussi pour les organismes aquatiques et pour les abeilles. Mais pour l'être humain, ça va, on est quand même beaucoup plus grand. Tout est une question de dose. Hein. Donc ça, c'est pour le pyrètre, une poudre extraite de fleurs. Les pyrétrinoïdes, ça, ce sont des composés synthétiques. Ils contiennent les molécules actives
qu'on trouve dans le pyrèthre, mais ils sont fabriqués de manière synthétique, donc plus rien à voir avec la plante. Mais comme ce sont les mêmes molécules actives, on a donné le nom pyréthrinoïdes. Ces molécules sont beaucoup plus persistantes, donc elles vont durer dans le temps, leur efficacité sera beaucoup plus longue. Elles sont beaucoup plus toxiques aussi pour les organismes vivants, tels les organismes aquatiques et les abeilles. Donc par exemple, si on a des poissons rouges, il faut ôter les poissons rouges lorsqu'on fait un traitement au pyréthrinoïdes, ça les tuerait. On l'oublie souvent, mais en fait, tous les organismes vivants sur Terre ont des chaînes métaboliques assez similaires. On respire de l'oxygène, on a besoin d'eau, donc on a des chaînes un peu semblables. Et donc voilà, ce qui tue les petites bêtes, parfois peut tuer les grandes aussi, les plus grandes, c'est une question de dose. Voilà pour les pyréthrinoïdes. Donc, tuer la punaisélie, c'est devenu difficile parce qu'elles sont devenues progressivement résistantes à toutes les molécules qu'on leur a balancées sur la tronche. Et un problème auquel les professionnels sont confrontés, c'est qu'on supprime ces molécules parce qu'elles sont cancérigènes, parce qu'elles sont, oui, pour préserver notre santé, pour préserver l'environnement, on supprime de plus en plus de molécules. Et donc, on diminue quelque part la boîte à outils des professionnels. Ça, c'est un problème. Alors, les molécules les plus toxiques, les plus efficaces, les plus concentrées, elles sont toujours réservées aux professionnels. Eux, ils savent comment s'en servir. Eux, ils connaissent la manière de bien les utiliser. Un bon professionnel aussi, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle une rotation de molécules. Il va venir, par exemple, dans la chambre, faire un premier traitement avec un type de molécule, puis un deuxième traitement avec un autre type de molécule, et ainsi de suite, pour que, au cas où il y ait des animaux qui aient résisté, les suivants, eux, se retrouvent face à un nouvel ennemi et ça les tue. Donc cette rotation de molécules, c'est quelque chose qu'un bon professionnel va faire. Un bon professionnel va utiliser des insecticides de contact, il ne va pas utiliser de fumigène. La fumée, c'est bien, mais ça part partout, ça ne rentre pas nécessairement dans les fissures. Pour que la punaisélie soit tuée, il faut vraiment qu'elle soit en contact direct. Sa peau, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la cuticule chez les insectes, doit être en contact direct avec l'insecticide. Ça, c'est important dans les traitements. Alors, un dernier problème dans l'élimination des punaisélies, c'est que les insecticides n'éliminent pas les œufs. Les œufs sont dans une coque bien protégée et la punaisélie, à ce stade-là, elle n'est pas tuée par les insecticides. Il faut appliquer d'autres traitements ou la solution qui est préconisée, c'est d'attendre que l'œuf éclose. Donc voilà pourquoi il est si difficile de se débarrasser des punaisélies. D'abord parce qu'il y a moins en moins d'insecticides qui sont autorisés et elles sont devenues de plus en plus résistantes parce qu'on a affaire à un insecte qui se multiplie vite. Je vais vous l'illustrer dans une minute. Ça se multiplie vraiment très vite, une punaisélie. Donc moins d'insecticides, résistance supplémentaire. Alors ce sont des insectes qui se cachent dans les fissures, vraiment, et des cachettes assez étonnantes. Le plus fréquent, c'est de le trouver le long du matelas, par exemple, le long des coutures du matelas. Ça, elles aiment bien s'installer près des coutures. Elles aiment aussi s'installer, lorsque ce sont des sommiers à lattes, elles aiment aussi s'installer dans les bouchons en plastique qui tiennent les lattes. Vous avez vos lattes, les bouchons en plastique, là, c'est une cachette qu'elles aiment beaucoup. Ça leur permet donc d'être à l'abri c'est une bonne cachette, un peu étroite, elles adorent ça. Et puis elles sortent la nuit, lorsqu'il n'y a plus de mouvement, plus de vibration, plus de lumière. C'est à ce moment-là qu'elles viennent piquer, puis elles retournent dans leurs abris après s'être nourries. Donc les fissures, elles aiment bien ça. Vous avez des meubles en bois, elles peuvent se cacher dans les fissures. Dans les garde-robes, elles aiment aussi. Et alors, s'il y a un plancher, là, c'est le bonheur total. Il y a des cachettes partout.
Elles aiment aussi se cacher derrière les plaintes. Ça, c'est un coin qui est vraiment souvent un endroit intéressant pour elles, c'est les plaintes, se mettre derrière. Elles vont rester à proximité du lit, à proximité de la bouffe. Elles n'aiment pas s'éloigner trop, donc elles vont toujours rester logiquement plus à proximité du lit, sauf vraiment quand elles partent en exploration. Donc les traitements sont assez longs et sont assez chers et doivent être répétés plusieurs fois, souvent 3 fois, au moins à 10 jours d'intervalle. Donc je vous ai expliqué, les insecticides tuent les larves, tuent l'adulte, mais ne tuent pas les œufs. Donc il faut attendre que l'œuf éclose et ainsi on lui balance des insecticides et ça tue l'animal qui vient d'en sortir avant qu'il se reproduise. Il faut souvent leur faire 2 traitements, voire 3 traitements pour cela. Et aussi pour être sûr qu'on a atteint toutes les bêtes, parce que ces cachettes dans les fissures, pas facile à attraper, pas facile à tuer. Hop. Voilà. Donc c'est un animal compliqué à éliminer. C'était là. Oui, je continue. Donc je l'ai expliqué, on peut se débarrasser de ces insectes si on s'y prend tôt. Si on s'y prend tôt, on peut le faire assez facilement avec des traitements relativement légers. Mais plus on attend, plus l'infestation est lourde, plus les problèmes deviennent importants. Alors j'ai pris, je voulais juste vous donner un ordre d'idée quant au prix des traitements. Et imaginons que vous ayez une chambre d'hôtel, vous soyez gérant d'hôtel, et vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas de punaises de lit, vous achetez des petits détecteurs. Je vais vous parler des détecteurs après, ça c'est mon fonds de commerce. Ils ne sont pas très chers, vous pouvez en acheter quelques-uns par chambre. Ils coûtent voilà, 4 €. Puis vous pouvez faire un traitement rapide parce que dans les détecteurs, vous avez vu des punaises de lit. Un traitement rapide, pas trop cher, 399 €. Bon, il y aura bien une nuitée, donc vous perdez 150 €. Ça, c'est la chambre, elle est bloquée, c'est le jour du traitement. Mais il n'y a pas de réparation des dommages. L'opération est embêtante, mais elle revient grosso modo à 553 €. Ça, c'est un calcul pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, si vous attendez beaucoup plus longtemps, la population de punaises de lit risque de se multiplier et elle risque de se répandre. Elle risque de passer, ces animaux risquent de passer aux autres chambres. Elles peuvent passer à gauche, à droite, parfois même en haut et en bas de la première chambre infestée. Tout ça par les câbles électriques ou en se faufilant sous les portes. Et à partir du moment où on a plusieurs chambres à traiter, ça devient beaucoup plus cher. Il faut vérifier qu'effectivement, elles sont parties uniquement dans 3 chambres plutôt que dans 6. Donc il faut faire appel, on peut faire appel par exemple à un chien détecteur de punaises de lit, c'est une technique sympa. C'est un petit peu des concurrents pour moi, mais je trouve que la détection est sympathique et la technique efficace. Donc voilà, j'en parle. La détection canine, c'est peut-être assez coûteux, c'est souvent autour de 200 €. Lorsqu'on a des grands hôtels, les maîtres des chiens sont d'accord pour baisser leur prix, ça c'est à étudier. Évidemment, à ce moment-là, s'il y a des punaises un peu partout et qu'elles sont très nombreuses, les traitements peuvent être plus longs, plus longs et plus répétés. Je vous ai mis une perte de retenue le prix d'une perte de retenue pour une seule nuitée, mais il est clair qu'il y aura probablement plus de chambres bloquées, plus de nuits bloquées. Et parfois même, il y aura des dommages au mobilier, c'est-à-dire que il risque d'avoir des petites taches noires dans la literie, le linge, le mobilier, et s'il faut remplacer tout cela, ça revient vite cher. Donc l'addition peut vite augmenter si on laisse traîner les choses. Plus tôt on détecte le problème, plus facilement on le résout.
Alors, j'ai mis quelques méthodes de détection. On peut le faire de manière visuelle. Votre désinsectiseur, il est professionnel, il est formé à cette inspection visuelle. Il va rechercher la présence de déjections, de traces de sang, etc. Donc, les piqûres, je l'ai dit, c'est vraiment pas une preuve de présence de punaises de lit. Il faut vraiment trouver des déjections, des traces de sang et aussi des cadavres d'insectes ou des petites traces ou des mues. Hein. Donc, je vous l'ai dit, les larves changent de taille et elles perdent leur vieille peau, un peu comme les serpents, c'est ce qu'on appelle la mue, et donc on peut trouver les restes des mues. Ça, un désinsectiseur professionnel est formé à le faire. C'est du travail. Il faut souvent une demi-heure, 3/4 d'heure pour le trouver dans une chambre, pour être certain que la chambre ne soit pas infestée. Il y a aussi des systèmes avec des lampes UV ou des systèmes qui permettent de détecter les taches de sang, comme on le voit dans les séries américaines policières. Il y a des produits que l'on peut sprayer et qui mettent en évidence les taches de sang. Ça peut être aussi un moyen de détection intéressant. Puis il y a les pièges. Il y a toutes sortes de pièges pour détecter les animaux. Moi, j'ai préféré m'orienter vers ces pièges, et particulièrement des pièges collants, parce qu'au moins, on a vraiment une trace de la punaisélie. On sait que c'est la punaisélie, c'est bien ça. Et voilà, donc ça, c'est le type de piège qui peut être utilisé, des pièges passifs ou des pièges avec phéromones attractives. On peut aussi donc faire appel à la truffe du chien. C'est une méthode de détection bien sympathique et qui est assez efficace. Je crois qu'ils sont à un taux d'efficacité de 95%, c'est pas mal. Je vous l'ai dit, la punaisélie, c'est un animal qui se reproduit vite, mais vite, hein, puisque imaginez que vous revenez des vacances en ski et que vous aviez emmené une seule femelle gravide. Gravide, c'est une femelle qui a des œufs, qui a été fécondée, qui a des œufs, qui est prête à pondre. Donc, cette femelle gravide, elle est seule le 1er janvier, mais elle aura pondu, des animaux qui auront même pondu, et en mars, vous avez 500 individus. Là, on est déjà limite pour une intervention. Il faut penser tout doucement aux insecticides, quoi. En mai, on est à 9600. Là, on est dans le traitement insecticide. Rien à faire, il faut faire appel à un professionnel, c'est inévitable. Et en juin, 31 700 punaises de lit. C'est beaucoup, hein, dans une chambre. Mais malgré cela, et ça c'est une chose assez étonnante, c'est que 20% de la population des humains ne réagiront pas à la punaise de lit. Donc parfois, il y a des gens qui vont aller dormir et disent « non, j'ai pas de punaise de lit, regardez, j'ai pas de piqûre ». En effet, eux, ces 20%-là ne vont pas réagir du tout. Ils vont avoir ce cocktail de punaise de lit dans le sang et rien, pas de piqûre. C'est vrai qu'il n'est pas dangereux pour l'organisme, hein, mais l'organisme ne réagit pas, l'organisme ne déclenche pas d'allergie. Donc 20% de la population n'ont rien. Et puis les autres, les 80%, ça, on a un panel de réactions. Certaines sont légères, certaines sont vraiment très, très, très fortes. Voilà pour la fertilité de cet insecte. C'est vraiment une bestiole qui se multiplie bien et vite. Alors, donc je crois que vous l'avez compris maintenant, notre spécialité, c'est plutôt la détection. On a fait des détecteurs. Et pour cela, on a étudié au laboratoire les détecteurs qui étaient vendus sur le marché. Et souvent, ce sont des plaques collantes. Donc, sur le plancher, il y a de la colle. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait vraiment pas très bien. C'est-à-dire que la punaise de lit, quand elle va toucher avec ses pattes la colle, elle va avoir un mouvement répulsif. Je vais vous le montrer. J'ai plein de vidéos là-dessus. C'est assez rigolo à regarder. Enfin, rigolo. Voilà, petite punaise de lit qui là, elle est bien pleine. Hein, pour la manger, elle est bien costaud. Elle cherche un abri soit
pour se reproduire, trouver un compagnon. Ah, elle a senti la colle. Ah, ça, elle aime pas. Elle aime vraiment pas. Et elle va essayer de s'en dépatouiller et elle va réussir à le faire. Elle cherche un abri, elle cherche vraiment. Ici, on est en pleine journée, donc c'est une grosse infestation. D'habitude, elles sortent pas la journée. Et elle cherche vraiment un endroit où elle pourrait être à l'ombre. Mais la colle, c'est vraiment pas son truc. Donc elle réussit à s'en dépatouiller et c'est ça qu'on a observé dès les premières manipes dans tous les pièges avec de la glu sur le plancher. Donc comment avons-nous fait nos produits? Ben, on a décidé, nous, de mettre plutôt la glu ailleurs. Hop, j'y arrive. Tchoc. On met la glu sur le plafond. Le plafond est en pente et donc l'animal va rentrer dans le piège et à un moment, quick, il va être collé par le dos, par cette glu qui se trouve sur un plafond en pente. Alors c'est beaucoup plus efficace parce qu'effectivement, de toute façon, ça attrape le dos, c'est beaucoup plus malin que d'attraper par le bout des pattes. Bon, la surface collée est beaucoup plus grande. Ça, c'est une première chose. Elle n'a pas ce mouvement répulsif et puis de toute façon, même si elle l'avait, c'est fini, elle est collée. Hein. La surface est trop grande, elle ne sait pas s'en décoller. Et alors, ce qu'on a observé aussi, c'est que lorsqu'elle est collée, elle n'est pas vraiment effrayée, elle reste là, elle va mourir de faim. Bon, personne ne pleurera le sort de la punaise qui meurt de faim, c'est clair. Elle va mourir, mais elle ne va pas envoyer de signaux chimiques d'alarme, comme ça arrive parfois avec les insectes. Ça, elle ne va pas le faire. Au contraire, en fait, le piège va prendre son odeur et le piège va devenir de plus en plus attractif. Et donc, pour les autres punaisélies qui sont dans le coin, ça va devenir de plus en plus attractif pour elles. Donc, la première punaise va rentrer dans notre piège parce qu'elle trouve que c'est un abri sympa, ça ressemble à une fissure, c'est tout petit, c'est tout mince, ça lui plaît. Elle est encollée par le dos. Et donc, le piège prend son hauteur et les punaises suivantes arrivent parce que la première est rentrée, parce que ça sent bon, la première capturée sent bon. Donc, je vais vous montrer un petit film de nos pièges. Tchouk. Voilà, un peu de pub. Hein. Voilà nos pièges. Ils sont tout plats. Ils font la taille d'une latte d'étudiant, en fait, hein, d'une règle d'étudiant. On appelle ça latte en Belgique. J'ai deviné que j'étais belge. Donc on a un système qui permet de les placer où on veut, autocollant. Ça, c'est juste un biface, juste pour les positionner. Hein. Donc ça permet de les mettre un peu n'importe où, sous le lit, le long du matelas, et donc de le cacher. Ce qui est aussi intéressant. Et ça, les punaises de lit, elles rentrent volontiers dedans. Ça, c'est pas un problème. Et quand elles rentrent, c'est fini. Elles sont collées par le dos, elles ne savent plus sortir. Donc, ça fait de ce piège non toxique, discret, sans danger. Bon, il n'y aura pas un chat qui ira chercher la colle et ça marche bien. C'est donc vraiment fait pour la détection. Ça permet de détecter si les punaises sont là. Ça permet aussi de détecter si le désinsectiseur a bien fait son boulot et de vérifier son boulot après traitement. Et donc, ça permet de les voir. Alors ici, on a un deuxième type de détecteur qui, lui, on va le placer sous le pied du lit. Et il y a aussi une partie adhésive et le principe reste le même. L'animal rentre dans le piège et il est collé par la partie adhésive. Donc, on le met sous le lit, avec une partie adhésive, on glisse sous le lit. Alors, dans un contexte hôtelier, c'est moins intéressant, puisqu'il est visible. Mais là, il a l'avantage d'être remplaçable. On n'a qu'à remplacer la partie collante. Et ça en fait un bon détecteur aussi, mais peut-être pas dans un contexte hôtelier. Voilà pour nos pièges, le piège circulaire, le piège linéaire. Et donc, voilà pour la fin
de nos petits détecteurs. Alors, qu'est-ce que ça donne une punaise de lit qui est collée? Eh bien voilà, quand on détache le piège, ça donne ça. Ils sont visibles à l'œil nu. Ça, ce sont des photos qui m'ont été envoyées par des désinsectiseurs. Ça me faisait très plaisir de les voir et de voir qu'ils les utilisaient. C'est chouette. Voilà. Alors, maintenant, vous êtes parfaitement en droit de vous demander si cette histoire, c'est vrai ou pas. Bon, on vend pas mal de pièges, hein. On en vend, cette année-ci, je crois qu'on en a vendu 300 000. Mais on a aussi des preuves scientifiques pour ces produits, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a envoyé nos détecteurs à des entreprises, l'entreprise Snell aux États-Unis, l'entreprise Biogenius en Allemagne, et l'entreprise E2L en Angleterre, E2L, oui, E2L en Angleterre. Et donc, en leur disant, voilà, voici nos pièges, testez-les, comparez-les aux benchmarks, comparez-les aux produits les plus vendus sur le marché pour la détection. Et à chaque fois, on a eu des super résultats. On est ravis des résultats. On a, sans fausse modestie, les meilleurs détecteurs qui soient. Alors, ce sont des détecteurs et ils n'élimineront pas une population. Clairement, ils ne sont pas faits pour ça. C'est comme un détecteur à incendie, hein. C'est pas lui non plus qui est à l'incendie. Voilà. Donc ces rapports, vous pouvez les demander, vous pouvez donc me contacter sur LinkedIn. Il suffit de cliquer, vous avez cette petite gommette en haut de la présentation, cliquez ici, contactez Anne-Catherine Mailleux sur LinkedIn et je vous enverrai volontiers les rapports. Ils ne sont pas confidentiels. Et donc, voilà, ils sont aussi en vente sur le site de Domobios et mon adresse email, c'est acmailleux@domobios.com. Alors ici, là, je vous ai présenté quelques aspects de la punaise de lit, mais de manière très concentrée, très courte. Si vous voulez apprendre plus et de manière cool, je vous conseille de taper le grimoire de la punaise de lit sur YouTube. Et il y a une série de petites capsules vidéo de 3 minutes, 3 minutes, parfois 4 minutes, ça dépend un peu, ou 5, mais qui répondent à des questions. Par exemple, si vous vous posez la question quel type d'insecticide à utiliser, bah, voilà, il y a insecticide, il y a un chapitre sur l'insecticide. Comment éviter de ramener des punaises de lit chez soi, il y a un chapitre sur cela, avec des petites capsules vidéo. Et effectivement, je présente mes produits, mais je suis très transparente, indiquant, voilà, ici, j'ai tout de même un intérêt. À vous de voir si mes arguments sont beaux ou pas. Vous avez un cerveau, je vous fais confiance. Si vous voulez aussi former votre personnel, il y a une formation que j'ai suivie, que je suis régulièrement, c'est des formations données par EasyPest. J'ai aucun intérêt dans cette boîte, mais je trouve qu'ils font du super boulot. C'est des formations en ligne ou en présentiel, qui donnent des certibiotiques ou certifito. Ils sont pros, c'est didactique, c'est simple et c'est un prix correct. Donc voilà, EasyPest, ça c'est pas mal aussi pour former les gens. Donc si vous voulez vous former vous avez le grimoire de la punaise de lit, et si vous formez votre personnel EasyPest, c'est bien aussi. Voilà. Ah ben c'est tout. Voilà. J'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois. La glu est efficace combien de temps pour un usage préventif? Eh bien, elle l'est minimum 3 mois, mais dans un contexte où vraiment il y a relativement pas trop de poussière, elle peut durer plus longtemps. C'est pas trop difficile de prendre les pièges, les ouvrir un peu, tester avec le doigt, et puis si ça colle toujours, c'est bon, et c'est toujours bon. Mais c'est minimum 3 mois, quoi. Je les ai testés dans mon lit, je ne suis pas une fée du logis, et chez moi, ils duraient au moins 6 mois. Voilà. De rien, avec plaisir.